Euh, On va débuter la séance d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous inviter à cette prochaine communauté de partage qui a pour objectif de nous présenter un recueil de ressources technologiques. Qui de mieux pour présenter ce recueil rempli d'astuces et de bons outils de pratique que notre cher ami et conférencier Nicolas Desforges, qui travaille ici à la COFA. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Nicolas qui va passer un peu de temps aujourd'hui avec nous pour nous présenter ce document rempli de ressources très utiles dans votre travail de formateur et gestionnaire en AFP. Alors voilà, Nicolas, je te laisse la parole et puis si tu as besoin d'appui, je vais regarder le chat pour te permettre là, de répondre aux questions. Je vais t'assister avec ça. Super, merci. Donc, bonjour à vous tous. Mon nom, c'est Nicolas. Vous me connaissez sûrement déjà. Je suis le technicien informatique pour la Coalition ontarienne de formation des adultes. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter le recueil de technologies d'adaptation, une ressource pour les formateurs d'adultes. Donc, donnez-moi juste un instant. Je vais vous lancer le partage. Ça ne sera pas long. Super. Alors, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Oui, très bien. Super. Super. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le recueil de technologies d'adaptation. Alors, pour commencer, je vais juste faire une petite table des matières de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec une toute petite introduction. On va parler de que sont les technologies d'adaptation au juste. Je vais aussi ensuite discuter du plus grand volet, dans le fond, dans cette présentation-ci, qui est l'accessibilité des ordinateurs. Alors, on va toucher ce qui est Windows, Mac, Linux, la suite Office, etc. Et puis aussi avec les tablettes et les téléphones intelligents. Alors, ensuite, on va passer rapidement au travers des ressources d'accessibilité qui sont bel et bien là dans le document. Et puis, ça rassemble dans le fond les logiciels gratuits, les outils pratiques. Alors, pour l'introduction, désolé, un obstacle à surmonter. Donc, en 2010-2011, au tout début, le Simcoe Muskoka Literacy Network, SMLN, ou le réseau de littératie de Simcoe et Muskoka, a cerné le besoin de compter sur une liste consolidée de technologies d'adaptation dans le but de venir en aide aux personnes apprenantes prises avec des difficultés d'apprentissage ou d'autres types de limites qui ont des incidences sur leur formation. Le SMLN, avec le soutien financier du ministère du Travail et de Formation, le MTFDC, ont donc fait la recherche et ont compilé un recueil de rassemblement des technologies d'adaptation existantes en anglais. Là, il faut dire que c'est à cette époque. Et puis, le document original, le Compendium of Adaptive Technologies, a été né. En 2013, la COFA s'y met. La COFA décide de créer un recueil similaire, mais plutôt cette fois-ci axé sur les besoins des adultes francophones en formation. C'est vraiment axé sur le côté francophone pour la formation des adultes. Ce document-là a été fondé ou il est basé dans le fond sur le recueil du SMLN, mais est enrichi avec des outils
en français. C'est vraiment pour parler des outils francophones. Il faisait aussi plus abstraction des technologies anglophones pour mettre vraiment l'accent sur les outils francophones. Mais c'est qu'en 2021 que la COFA a vu le besoin de mettre à jour son adaptation francophone afin de mieux refléter la nature changeante des technologies au fil des années. Ce nouveau recueil se divise en deux parties majoritairement. La première partie qui est axée vraiment sur les besoins des adultes en formation qui présentent des difficultés d'apprentissage ou d'autres limites. Alors que la deuxième partie se tient juste plus c'est plus des ressources pour les formateurs ou vraiment au plus large, là, les organismes en AFP. Donc c'est ça. Alors, que sont les outils? Quelles sont les technologies d'adaptation? Une définition utile de l'expression technologie d'adaptation, c'est des programmes et des logiciels qui sont mis à la disposition de tout le monde, mais c'est vraiment les gens qui ont de la difficulté à accéder au système d'information par les méthodes traditionnelles. C'est vraiment ces gens-là qui en prennent le plus avantage, mais c'est des logiciels qui peuvent tous nous aider, peu importe quel type de limite ou de limitation qu'on a par rapport à l'apprentissage. Euh, euh, En formation des adultes, il arrive que des apprenants aient des besoins particuliers reliés à des limites fonctionnelles ou à des difficultés d'apprentissage. Euh, il peut y avoir des problèmes de connexion d'Internet, il peut y avoir plusieurs euh, de petits problèmes, de petits trucs comme ça. Donc, il est vraiment important d'accommoder ces apprenants durant leur formation pour qu'ils puissent suivre à un niveau un peu plus égal la formation. Donc c'est un peu ça, en gros, là, les technologies d'adaptation. Okay? Donc, comme j'ai dit, c'est important, il faut trouver ces moyens-là de les soutenir durant leur parcours. Euh, alors, ce recueil, il rassemble vraiment une variété de technologies d'adaptation divers, des outils et des pratiques qui peuvent être utiles euh, à des adultes lors de leur formation. Malgré tous les efforts là, à répertorier la gamme de technologies d'adaptation qu'on a dans ce document-ci, euh, c'est sûr que ce recueil n'est pas exhaustif. L'information euh, L'information qui contient ce document est de nature fluide. Les sites web changent, les coûts varient, il y a des nouvelles technologies qui embarquent, les technologies actuelles changent. Donc, c'est vraiment important de garder, dans le fond, à niveau là, ce document-là. Et puis, mais en même temps, on espère que, néanmoins, que les informations qui s'y trouvent en ce moment présentement euh, vous aidera en tant que centre, en tant que formateur, en tant que personne de ressources en AFB, là, que vous allez vraiment être capable d'utiliser l'outil avec tout ce qu'il comprend présentement. Le recueil, comme toute publication du SMLN, met vraiment l'accent sur les technologies d'adaptation gratuites ou très peu coûteuses. Il y a quelques technologies plus chères ou payantes qu'on va passer au travers qui offrent des fonctionnalités additionnelles, mais encore une fois, ça c'est plus visé vers les centres et les formateurs et les employés là, en AFP. Alors, prochainement, je vais passer sur le plus grand, dans le fond, le plus grand dossier là, là-dessus, qui est l'accessibilité des ordinateurs. Alors, pour commencer, il y a l'accessibilité avec un ordinateur Windows. Alors, les fonctionnalités d'accessibilité dans Windows 10, euh, il y en a plusieurs qui sont déjà intégrés par Microsoft dans le logiciel. OK? Alors, il y a, afin de rendre l'expérience plus conviviale et
d'entendre le texte, incluant le braille, lu à la voix haute par le narrateur. Alors, ça permet de voir vraiment ce qui est à l'écran si on a des problèmes de vision, là. Utiliser la reconnaissance vocale pour parler à l'ordinateur pour qu'il transcrit ça en du texte physique ou complètement juste changer de langue. Là. Il y a plein d'outils par rapport à ça. On peut aussi utiliser l'outil de Loop, qui est un outil qu'on voit là, juste en bas ici, l'outil de loupe permet d'agrandir ou de rapetisser, malgré que c'est beaucoup moins utilisé cette fonction-là, mais plutôt pour agrandir le texte et les images et n'importe quoi qui se trouve à l'écran pour faciliter surtout pour faciliter le travail des personnes malvoyantes. Euh, on a aussi la fonction d'utiliser le clavier visuel. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise souvent parce que ça nous permet vraiment de voir euh, euh, quel clavier qu'on a choisi dans Windows, comme quelle langue qu'on a choisi ou peu importe, surtout si on travaille avec plusieurs langues, un clavier anglais, un clavier français. Malgré que le clavier physique ne change pas, on peut toujours accéder au clavier visuel qui va nous donner un meilleur aperçu de ce qu'on va vraiment taper lorsqu'on touche au clavier physique. Mais ça permet aussi pour quelqu'un qui ne peut pas utiliser un clavier d'utiliser la souris pour venir cliquer sur chaque lettre individuellement là, pour taper ainsi. Euh, on peut aussi remplacer les sons par d'autres méthodes écrites ou visuelles. C'est aussi une fonctionnalité là, qui est dans Windows depuis, je crois, depuis Windows XP ou Windows 7. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. Oups, un instant. OK. Accessibilité avec un Mac. Donc, si on utilise un appareil Apple, un ordinateur Apple, dans le logiciel macOS, il y a aussi plusieurs fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité dans le logiciel comme tel qu'on n'a pas besoin de télécharger. Ils sont vraiment déjà là dans les paramètres, comme pour celui de Windows. Alors, encore une fois, c'est pour rendre l'expérience plus conviviale et ça l'offre les options suivantes. Ça l'offre l'option d'agrandir la police des textes. On peut ajouter des alertes sonores pour différentes actions ou différentes notifications. On peut changer le contraste de l'écran et puis on peut modifier la vitesse et la largeur du pointeur. Il y a aussi un dispositif de voice-over dans les paramètres qui est intégré dans macOS et qui est disponible pour offrir les descriptions parlées, braille des éléments à l'écran et la diction de texte. Et puis, ça l'offre aussi la possibilité de contrôler l'ordinateur à partir du clavier pour les gens auxquels utiliser une souris, c'est pas super évident, ça l'arrive. Donc, c'est quand même des outils qui sont très, très accessibles. Comme j'ai dit, c'est dans l'application qu'il est. On n'a pas besoin de télécharger à part. C'est vraiment ça, la base d'accessibilité pour dans macOS. Accessibilité avec un PC Linux. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation comme Windows, comme macOS, mais il est complètement gratuit et libre d'usage. Alors, il y a beaucoup de gens, surtout plus techno, là, mais c'est sûr que c'est utilisé aussi partout dans le monde pour la formation, pour des choses comme ça, parce que c'est un outil gratuit. Ça ne coûte rien pour le télécharger et l'installer sur un ordinateur, comparément à Windows ou macOS. Euh, la distribution de Linux, il y en a plusieurs différentes distributions de Linux et différentes versions. Linux, c'est vraiment juste le code en arrière-plan. Alors, la distribution la plus reconnue, c'est Ubuntu. Et puis, donc, on va utiliser ça comme exemple aujourd'hui pour les paramètres et les outils d'accessibilité.
Donc, les fonctionnalités d'accessibilité dans Ubuntu, sous l'onglet d'accès universel, il y a la section Vision. Et puis ça permet de gérer la taille du texte et le contraste de l'interface de façon similaire à Mac. Et puis, ça permet d'activer un outil de zoom ou un lecteur d'écran. Dans le fond, qui serait un peu comme l'outil Loop là, pour Windows. On peut aussi appliquer des thèmes à fort contraste et des polices d'affichage grandes pour aider les personnes ayant des déficiences visuelles. Et puis aussi des alertes visuelles ou auditives sous l'onglet audition, qui est utile pour les personnes sourdes ou malentendantes. Oui, Céline. Oui. En ce qui concerne les programmes d'accessibilité intégrés à Oui. Windows, à Mac ou à Linux, est-ce que si les fonctionnalités changent ou sont plus développées, j'imagine que les programmes vont envoyer des mises à jour pour mettre à jour le programme automatiquement? Comment ça C'est fonctionne? sûr, c'est sûr. Donc, ces fonctionnalités-là sont mises à jour avec les systèmes comme tels. Donc, avec les mises à jour Windows, avec les mises à jour Mac, avec les mises à jour Linux, vu que ça fait partie du système intégral, ça va se mettre à jour avec le système d'exploitation au complet. Donc, ça va se faire, si vous avez Windows ou Mac, ça va se faire pas mal automatiquement. Je sais que les mises à jour Linux ou Ubuntu, c'est un peu plus compliqué. Là. Travailler sur un ordinateur Linux, c'est toujours un peu plus compliqué si on est habitué à travailler avec un ordinateur Windows là, ou Mac, mais c'est quand même, ça se fait quand même avec les mises à jour là, des compagnies comme telles, de Microsoft, de Apple, etc. Merci. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres questions concernant les fonctionnalités des accessibilités de programmes Windows, Mac? Non, je pense que Non, hein? C'est bon? c'est OK. bon. Super. D'accord. Alors, je vais passer à la prochaine. On veut aussi parler de l'accessibilité pour les tablettes et les téléphones intelligents. Alors, ça, on y pense moins, surtout en formation, c'est souvent à partir d'un ordinateur, mais les téléphones intelligents et les tablettes ont aussi dans leur système d'exploitation des assistants personnels, dans le fond, qui peuvent nous aider à faire des choses sans passer physiquement en faisant les touches manuellement sur notre téléphone. Alors ça peut être pratique d'un point de vue accessibilité, mais aussi d'un point de vue général. Moi, j'utilise mon assistant Google constamment. C'est très, très, très pratique. Donc, il y a une multitude d'applications disponibles pour ces appareils. Il y en a qui sont déjà intégrés, comme que j'ai dit. Alors, sur les appareils Android, que ce soit un téléphone intelligent ou une tablette, on a l'assistant Google. Si vous avez un téléphone Samsung, vous avez aussi Bixby, qui est comme un autre genre d'assistant. Et puis, c'est sûr qu'avec Apple, on a Siri là, sur nos téléphones. Alors, ces assistants virtuels-là peuvent nous permettre d'effectuer vraiment là, une multitude de tâches sur nos téléphones. Et ils peuvent envoyer des textos pour nous, alors on n'a pas besoin de taper. Ça peut placer des appels, faire des recherches en ligne. Ça peut vraiment comme lire des livres, des recettes en ligne, vraiment n'importe quoi qui se trouve sur le web, ça peut aller rechercher et ça te dicte automatiquement, là, ça te dit à voix haute ou ça l'écrit aussi la réponse à l'écran. Alors, peu importe l'accessibilité qu'on a besoin de plus, là, ça nous, en un endroit, ça comble vraiment là, environ 90% des fonctions d'accessibilité sur les téléphones et les tablettes. Okay. Il y a plusieurs autres applications qui peuvent être téléchargées à partir du magasin d'applications qui est installé.
il y en a beaucoup trop pour que je les nomme tous. Mais si jamais, à partir d'une petite recherche, même que plus loin dans le document, il y a des exemples là, de ces logiciels-là, mais si on est sur un téléphone Android, c'est le Google Play Store qui est le magasin d'applications. Et puis sur un téléphone Apple, je crois qu'il est juste appelé le App Store, le magasin d'appli, à moins que je me trompe. Alors, vous pouvez aller télécharger ces logiciels-là séparément. Ils ne viennent pas dans votre nécessairement là, dans le système comme tel. Juste une petite parenthèse par rapport à ça, avec ta question, là, Céline, ça me fait penser à ça. Les mises à jour pour ces logiciels-là qui ne sont pas déjà intégrés, qu'on parle de Mac, de Windows, de Linux, de téléphone intelligent, de tablette, n'importe quoi qui n'est pas déjà installé, les mises à jour, ils se font séparément. Alors pour ça, il faut soit que dans l'application, le développeur ait mis une auto-mise à jour, ou sinon, ça va faire partie des mises à jour de toutes vos applications là, dans le magasin d'applications. Ça va faire partie de cette partie-là. Donc, mais c'est séparé, ça ne vient pas avec les mises à jour système à ce point-là. Après, on a l'accessibilité avec Microsoft 365. Alors, Microsoft 365, on l'utilise beaucoup. Et puis, même si on n'utilise pas la version 365, on utilise toute une version de Office, de la suite Office de Microsoft. Beaucoup en formation, mais beaucoup en travail aussi. Alors, la suite Office est conçue pour fonctionner par défaut avec les fonctionnalités d'accessibilité de l'appareil utilisé. Donc, tous les appareils, toutes les fonctionnalités que j'ai mentionnées pour Mac, pour Windows, pour Linux, ils s'intègrent à la suite Microsoft Office 365. On peut les utiliser dans la suite Office aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a ça pour début, mais après ça aussi, ça nous offre d'autres outils d'accessibilité séparés. Ça nous offre un vérificateur d'accessibilité de documents qui va, dans le fond, lire le document et automatiquement, ça va souligner des éléments qui pourraient être difficiles à lire ou interpréter par quelqu'un qui aurait de la difficulté là, avec cette partie-là ou cette fonctionnalité-là. Et puis, on a aussi un complément de conversion de Word à fichier audio. Donc, ça va prendre automatiquement tout le contenu de l'audio. Ça va le convertir en un text speech, fait que ça va prendre tout le texte, ça va le convertir en parole, puis ensuite, ça te sort avec un fichier audio. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas bien voir l'écran ou bien lire le texte, c'est une option aussi pour eux d'être capable de générer et de partager là, ce contenu-là. On a aussi la possibilité d'ajouter des sous-titres aux vidéos et aux fichiers audio, là, au son, dans PowerPoint. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité là, qui est déjà préétablie dans le logiciel. Je vais passer rapidement à la prochaine diapo avant de demander s'il y a des questions. Ça fait partie de Apache OpenOffice. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Apache, c'est quand même une assez grande compagnie là, si vous faites une recherche. Mais OpenOffice, c'est une suite de logiciels bureautiques qui est gratuite, qui veut dire c'est comme un MS Office, mais qui est gratuit, qui n'est pas propriétaire. N'importe qui est open source. C'est sûr que c'est Apache qui l'a, fait que c'est pas complètement open source, mais ça permet de travailler à partir des documents de la suite Office. Donc, les extensions à la fin des documents, c'est la même chose. C'est des points docs, des points PPTX, des points. Fait que ça permet de ouvrir les documents qui auraient été travaillés originalement à partir de la suite Office. Okay? Et pour un peu combler ce besoin-là, ils ont leur propre équivalence de logiciel par rapport à la suite Office. Alors, ils ont le logiciel Writer qui est équivalent à Microsoft Word, Calc, Excel, Impress, PowerPoint, Base ou Base, MS Access. Draw, ça ne fait pas vraiment partie de la suite Office, mais ça reflète un peu le Microsoft Paint, là, qui est là par défaut dans les ordinateurs Windows. Et puis Math.
qui est complètement séparé, qui est complètement nouveau. En tout cas, à mes connaissances, Microsoft n'a pas ce logiciel-là de disponible. C'est vraiment un éditeur d'équations mathématiques. C'est pas une résolution d'équations mathématiques, ça ne va pas te donner la réponse, mais ça te permet de modifier, d'éditer les équations mathématiques avec les règles et les fonctions là, de la mathématique comme telle pour s'assurer que quand on le modifie, que c'est quand même une expression qui est correcte à la fin. Donc, ces outils-là sont complètement gratuits, disponibles sur le site de Apache. Et puis, moi, j'ai déjà utilisé dans le passé, c'est excellent comme logiciel gratuit. C'est sûr que la suite Office offre plus d'outils, plus de choses comme ça, mais, euh, mais c'est ça. C'est sûr que c'est une option gratuite là, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer la suite complète de Microsoft. Apache OpenOffice a aussi son propre logiciel, d'accessibilité qui est d'installer avec le logiciel comme tel. On va le voir un peu plus tard, là, mais ça permet de faire une couple de choses d'un point de vue accessibilité, là, puis c'est gratuit. Donc, c'est ça. OK. Alors, avant que je procède à la prochaine partie qui va être les logiciels et les outils d'accessibilité gratuits ou peu coûteux, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, tu as une question dans le chat de Kay qui te demande est-ce que Apache est compatible avec Office 365? Oui, dans un sens parce que ben, la réponse c'est oui, parce que la suite Office 365 ne change pas le fait que les documents que vous enregistrez sont sous le même format que sur n'importe quelle suite Office. Alors que vous ayez Office 365, que vous ayez Office 2016, 2013, 2010, peu importe, quand vous sauvegardez un fichier, ça va le sauvegarder sous un fichier Word ou sur un fichier PPTX ou sur un fichier XLC là, pour Excel ou peu importe. Fait que, en autant que ces fichiers-là ont l'extension à la fin, là, fait que ça va, admettons, le nom de ton document, c'est, je ne sais pas, là, présentation, communauté de partage, en autant que ça se finit par .ptx ou .excel ou peu importe, ça devrait s'ouvrir correctement avec la suite Apache OpenOffice. C'est pour ça qu'il a été conçu, dans le fond, c'est pour être compatible avec. Euh, il y a aussi une autre version d'une suite Office gratuite qui s'appelle LibreOffice, Libre, L-I-B-R-E, Office. Celle-là, par contre, n'est pas compatible avec la suite Office, ce qui veut dire que euh, les documents gèrent ses propres extensions, puis c'est vraiment, on ne peut pas ouvrir un document PowerPoint dans leur suite. Mais oui, avec Apache OpenOffice, on peut absolument le faire, si c'était ça la question. Cool. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce que ma réponse répond à la question d'origine? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, Nick, mais je pense Bon, que tu as bien répondu à la oui. Oui, merci, super. Kay, de Parfait. dire. Il Super, y a eu un petit merci. délai. Il n'y a pas de problème. OK, super. Bon. OK. Alors, là, je vais passer, le PowerPoint je vais arrêter mon partage du PowerPoint, puis je vais passer au partage du document comme tel, parce qu'à cette étape-ci, c'est vraiment juste plein de logiciels et plein de ressources qui sont quand même organisées sous des sections qu'on va voir ici rapidement, mais il y en a plein, puis ce serait beaucoup trop pour moi de passer un par un individuellement là-dessus. Mais je vais les survoler, puis je vais quand même identifier ceux qui sont intéressants et ceux qui sont pertinents. Là. Donc, mais avant de procéder, je vais passer rapidement un peu par-dessus les différents types de logiciels d'accessibilité gratuits qui sont compris dans ce recueil. Okay? Alors, on a des logiciels de synthèse vocale. Ces logiciels-là
font beaucoup le travail de dicter ce qu'on voit à l'écran ou faire l'inverse, ce qui veut dire on parle et puis ça, avec la voix, ça le change en texte pour le mettre dans un document ou peu importe. Fait que il y en a des documents qui est mieux sur une partie, tandis que d'autres logiciels qui sont mieux sur la deuxième partie de cette équation-là. Là. Mais peu importe le logiciel qu'on choisit à la fin de la journée, ça va nous permettre là, de mieux interpréter ce qu'il y a à l'écran ou de mieux dire à l'écran ce que nous, on interprète. Peu importe. Il y a aussi les logiciels de sous-titrage. Ça, je pense que c'est un peu, ça s'explique par soi-même. Ça met des sous-titres pas mal à n'importe où, qu'il y aurait du son ou une vidéo qui joue. Tout ça, ça serait autogénéré, etc. Donc, il y a aussi les logiciels d'organisation, de planification. Ça, il y en a plusieurs, puis ça peut couvrir une large gamme de fonctionnalités. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est quelque chose qui est là, qui est disponible. On a aussi des logiciels, des ressources et des outils pour la lecture, l'écriture et l'édition. Donc, une fois que le texte est écrit, pour aller le modifier, pour aller ces choses-là, c'est souvent des logiciels qui vont nous aider avec la saisie de clavier-souris ou avec l'interprétation de ce qui est écrit à l'écran et de ce qu'on veut l'améliorer vers. On a aussi du soutien matériel gratuit. Il y a des options payantes également. Il y a aussi des logiciels et outils d'accessibilité payants qu'on va voir dans le document. Alors, je vais juste arrêter mon partage pour un instant, le temps de relancer le partage avec le document de recueil. Super. Est-ce que vous êtes capable de bien voir mon écran? Oui. Oui, super, merci. Parfait. Alors, ici se trouve le document que je vous présente aujourd'hui, le recueil de technologies d'adaptation. Et puis, on va descendre juste un peu plus bas. On a une table des matières ici. J'ai couvert dans le PowerPoint pas mal toute la première partie. Mais ici, c'est ce que, à partir d'ici, là, c'est ce que je vais vous présenter, c'est les ressources individuelles. Oui, Céline. Oui, avant que tu poursuives, on a une question ici dans le chat Oui. de la part de Didier qui demande quels sont les avantages et inconvénients des systèmes d'exploitation Mac, Linux et OS. Oh boy, ça pourrait être sa propre vidéo, ça. Ça pourrait être comme sa propre présentation. Là. Ouais, sa propre communauté de partage, ça c'est sûr. Vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Ce que je dirais qui serait le plus évident comme différence entre les trois, là, c'est que Windows, on achète vraiment par édition. On a Windows 7, Windows 10, Windows 11. On rachète un peu l'édition, puis à chaque année, on a la nouvelle version, ou bien à chaque temps d'année, on a la nouvelle version du système d'exploitation. Euh, Tandis que Mac, c'est vraiment juste pour c'est compliqué à expliquer. C'est une réponse tellement grande, c'est une question tellement grande, ça peut toucher tellement de choses. Mais vraiment, d'un point de vue d'accessibilité, qui est vraiment le point de la présentation, il n'y a pas grande différence entre les trois systèmes d'exploitation. Okay? C'est sûr que Windows, je pense qu'il y a le plus d'options d'accessibilité sur Windows, juste parce que Windows, c'est Microsoft et Microsoft est une très grande compagnie. Ils font ça depuis plusieurs années. Donc, ils ont une grande bibliothèque d'outils et de trucs à leur disposition pour nous aider davantage par rapport à ça. macOS, malgré qu'il est
un peu moins bien par rapport à Windows. Je pense que vraiment la plus grande différence, là, c'est que Windows, on peut télécharger beaucoup plus d'applications d'accessibilité à partir du web. OK? Tandis que macOS, on est plus limité. On a juste accès à ce qui est sur ce qui a été programmé en ligne pour un Mac ou ce qui est déjà intégré ou ce qui est dans le Apple Store. C'est vraiment, on a plus de limitations par rapport à ça, tandis que n'importe quel programme EXE peut rouler sur un ordinateur Windows. Donc, on a beaucoup plus d'options à ce point-là. Linux, c'est sûr que c'est gratuit, c'est open source. Moi, je le trouve formidable comme logiciel parce que open source, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune personne qui appartient le logiciel. Comme pour Windows, c'est Microsoft qui l'appartiennent. Donc, eux ont les droits totaux sur leur logiciel. Ce qui veut dire que personne n'a le droit de le copier, de le repartager, de le redistribuer, de le modifier à leurs besoins. On ne peut pas faire ça. Okay? On est très, très, très limité. Apple, c'est le même principe, mais une coche pire. OK, selon moi, il limite beaucoup plus que Windows. macOS limite beaucoup plus ce qu'on peut modifier au système intégral pour nous aider. Ça nous limite beaucoup plus. Mais par contre, il est beaucoup plus facile à apprendre, macOS. Il est très fluide, il est très il est dynamique, mais on a plus de limitations. Tandis que vraiment, Linux, c'est le contraire. Linux, c'est le look n'est pas hyper. C'est pas hyper beau comme look, c'est pas hyper moderne. On n'a pas des fonctionnalités qu'on a moins de besoin, mais c'est un système qui est gratuit. On peut le modifier à notre besoin, puis c'est pour ça qu'il y a autant de distribution. Mais il est beaucoup moins utilisé. Puis c'est sûr que pour installer des logiciels, pour les mettre à jour, c'est plus difficile. Ça demande un peu plus de connaissances technologiques. Euh, donc, c'est ça. Donc, en d'autres mots, il y a des pour et des contre pour chacun des systèmes d'exploitation. Exactement. Exactement. Voilà, Il y en a pas un qui est vraiment plus meilleur que l'autre, en tout cas dans mon opinion. dépendant Là. des besoins. Mais ça dépend des besoins, puis ça dépend aussi de notre niveau de connaissances en informatique, vraiment, là, surtout pour Linux. Mais c'est ça. Bon résumé, Céline, merci. Super. J'imagine que ça répond à la question. Oui, merci. Merci. Oui, je viens de voir ça. Parfait. Super. Merveilleux. OK. Donc, ici, je vais passer aux ressources pour personnes apprenantes. OK? Donc, les logiciels de synthèse vocale, on en a 4 ici qui sont notés. NVDA, par contre, c'est vraiment l'outil qui est le plus populaire par rapport à la synthèse vocale. Mais il est seulement en anglais. Okay? Ça, c'est un des drawbacks, c'est qu'il est juste en anglais. Mais par contre, le site web est en anglais. Le logiciel, par contre, je crois qu'il peut être adapté à plusieurs langues. À moins que je me trompe là. Mais le site web, leur information est juste en anglais. Mais on peut choisir parmi, c'est ça ici, comme ça dit, 50 différentes langues. Là. Ils ont des logiciels Windows, ils ont des extensions Firefox et Chrome. Donc, vraiment, là, ils ont le plus de reach, là, si je peux me permettre, par rapport à leur fonctionnalité. Mais dans le fond, c'est un logiciel qui permet là, vraiment de dicter tout le texte qui est affiché à l'écran. Alors que ce soit par vocal ou braille, le logiciel s'intègre aux applications populaires comme les courriels, comme la suite Office, etc. Donc, c'est un très bon logiciel qui couvre tout. Donc, ça, c'est celui que personnellement, moi, je recommande. Le DS Speech, c'est assez il est quand même assez ancien comme logiciel. C'est pas quelque chose qui est. En tout cas, d'un point de vue de look, là, il y a encore un look comme de Windows XP. Là, le look des boutons, ces choses-là, c'est très, très rétro. Mais c'est quand même un très bon logiciel de synthèse vocale. Euh, qui intègre dans le fond la reconnaissance automatique de la parole. Donc, lui, il est meilleur à faire l'inverse. Quand on avait parlé au début, là,
NVIDIA est vraiment bon pour dicter ce qui est à l'écran. DS-Speech est vraiment bon pour reconnaître les paroles et choisir les phrases à prononcer, genre des choses comme ça. C'est vraiment l'autre côté de le pendulum, la pendule, peu importe. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, ça permet à un utilisateur de dialoguer avec le texte. Il faut télécharger la voix française sur le site de l'éditeur. Je pense que ça vient juste avec la langue anglaise par défaut. Mais c'est assez simple à installer. Puis, il faut juste l'installer pour que le logiciel puisse reconnaître la voix française. Puis là, c'est ça. Fait que ça, c'est pas. Il va beaucoup plus en détail ici, mais, mais c'est ça. C'est vraiment le travail principal pour ce logiciel-là. J'ai jamais été capable de le prononcer, celui-là. Là. Balabolka, j'espère que je le prononce bien. C'est un logiciel de synthèse vocale, mais lui, plutôt, il convertit du texte en parole. Fait qu'il est quand même assez simple d'utilisation, mais il comprend juste qu'une voix en anglais. Il faut télécharger la voix en français, un peu comme l'autre logiciel, là, pour que ça puisse le reconnaître. Euh, Encore une fois, l'accent, c'est plus un accent français qu'un accent canadien-français, mais ça prononce quand même bien les mots, donc c'est quand même un bon logiciel par rapport à ça. Ce qui est bien par rapport à ce logiciel-là, c'est qu'il permet d'enregistrer en format MP3, donc un fichier audio là, seulement, et afficher le texte en gros caractères pour mieux entendre à la fois. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intéressantes par rapport à cet outil-là. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais j'ai entendu des bonnes choses. Donc, c'est aussi quelque chose qui est utile. Vox Fox, c'est une application qui est gratuite, qui était disponible avant pour intégrer à Firefox, mais je ne crois plus que c'est le cas. Mais par contre, maintenant, il s'intègre directement, ben pas il s'intègre, il est déjà intégré quand on télécharge la suite OpenOffice. C'est ça le logiciel, c'est ça le logiciel d'accessibilité que j'avais fait mention plus tôt, là. C'est celui-là ici. Donc, il vient déjà avec OpenOffice. Et puis, ça permet la lecture du texte par sélection, par phrase, par paragraphe, des choses comme ça. Okay. Chromevox est un peu similaire à VoxOOFox, mais c'est Google qui l'ont créé, puis c'est pour le navigateur Chrome. Donc, c'est une extension pour le navigateur Chrome. Et puis, encore une fois, ça permet la synthèse vocale, donc du speech to text ou text to speech, des choses comme ça. Le logiciel de sous-titrage, il y en a juste un de mentionné ici, puis c'est Eva, qui est un service de sous-titrage instantané pour personnes sourdes ou malentendantes. Elle peut être téléchargée gratuitement et puis c'est sur les téléphones Android et Apple. Okay? Si jamais vous vous demandez ces applications-là, c'est sur quel appareil, ce document-là ici va en détail par rapport à ça. Puis chaque site web sont listés aussi pour faciliter d'accès, dans le fond, à l'information. C'est une application gratuite, mais ça fonctionne avec des crédits. Fait que c'est gratuit, mais il faut quand même se procurer les crédits. Puis ça j'imagine que ça doit soit coûter des sous ou il doit avoir une certaine procédure pour acquérir ces crédits-là. Là. Donc, soit un crédit de 5 heures ou tous les mois ou peu importe. Mais lorsqu'on se joint à une conversation, plutôt que la lancer elle-même, il n'y a pas de limite de temps. Donc, c'est ça. Rapidement, là, c'est un service de sous-titrage instantané. Vraiment, là, c'est vraiment juste ça que ça fait. Les logiciels d'organisation, de planification, on a le logiciel, il y a Desmodo, qui est un logiciel libre pour exprimer, représenter et analyser des relations. Donc, ça permet vraiment notamment là, de visualiser et synthétiser de manière organisée sous forme de cartes, de relations entre les formulations, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est pour organiser et planifier les relations, dans le fond.
entre tes concepts. Parfait. Dia, qui est une application graphique qui permet de créer des diagrammes, de toutes sortes, y compris des diagrammes techniques de type UML. Je ne sais pas exactement certain ce que ça veut dire, mais c'est vraiment juste des technologies de diagrammes, de connexion, de liaison, de rassemblement d'idées dans le fond. Bien évidemment, on a aussi le Google Agenda et le calendrier Outlook. Euh, c'est des calendriers, comme on sait tous, qui sont personnalisables, puis les deux plateformes sont compatibles avec la plupart des outils de synthèse vocale. Ici, après ça, il y a beaucoup de logiciels, des ressources et outils pour la lecture, l'écriture et l'édition. Chacune de ces applications-là font une tâche différente. Et puis, il y en a beaucoup. Alors, passer au travers de tout, là, ça prendrait vraiment une éternité totale, mais je vais finir ma présentation. Et puis, vraiment, là, si vous voulez en savoir davantage, le document est disponible sur la bibliothèque de ressources sur le site web de la COFA. Je vais le passer plus tard dans mon PowerPoint. Je me demande, pour ces logiciels-là, Nicolas, est-ce que tu en as un en particulier que tu connais quand même bien, que tu pourrais nous donner un exemple, ou est-ce qu'il y en a un qui ressort de ces outils-là que tu pourrais nous présenter? Ou... Oui, il n'y a pas de problème. Juste pour avoir une idée de qu'est-ce que ça fait exactement, là, comme OK. Un exemple. Oui, il n'y Ou a pas juste de nous donner un problème. exemple. Oui. Pour le soutien de matériel gratuit, moi, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup. Il y en a comme le Virtual Magnifying Glass ici, qui est c'est moins pertinent parce que chaque système d'exploitation ont déjà leur propre système de loupe là, pour voir ces choses-là. Moi, quelque chose que je trouve vraiment bien, c'est le clavier SwiftKey. Alors, avant, c'était juste un logiciel gratuit qui était disponible, mais maintenant, c'est une application, c'est Microsoft qui l'ont acheté maintenant, SwiftKey, mais il se trouve sur les applications, les magasins d'applications Android et Apple. Okay? Ça remplace, c'est pour les appareils mobiles uniquement, ça remplace ton clavier là, visuel qui vient avec le téléphone pour un clavier où ce qu'on a plus de contrôle sur comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on corrige les erreurs. Ils ont ils ont une fonctionnalité qui sont vraiment juste à eux. Là. Ça permet d'écrire en glissant sur les lettres plutôt qu'en tapant. C'est dur à expliquer sans visualiser, mais le clavier, admettons qu'on veut taper, je ne sais pas moi, qu'on veut taper le mot allô, ben on commencerait sur la lettre A, on la tient enfoncée, puis après ça, on fait juste glisser à la lettre L. On reste sur la lettre L pour une seconde de plus parce qu'il y en a deux, puis ensuite on montre à O. Une fois qu'on a fini le mot, on relève le doigt. Puis ça tape le mot sans avoir besoin de taper, qui peut parfois prendre plusieurs doigts si on veut le faire rapidement, tandis que ça prend un doigt, c'est rapide, c'est vite, puis c'est plus intuitif qu'on le penserait. Moi, je l'utilise le clavier SwiftKey à chaque jour, puis c'est un clavier magnifique. Ça ne s'intègre pas nécessairement à Windows, mais ça, c'est un logiciel que je connais, puis que je peux dire que, comme en vérité, c'est un très bon logiciel, selon moi. Un autre que je trouve vraiment cool, là, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est le eViacam. Le eViacam, ça permet de contrôler la souris en bougeant la tête. On a besoin d'une webcam, mais le logiciel analyse de la façon qu'on bouge notre tête et les expressions faciales, puis ça nous permet de contrôler l'ordinateur avec juste notre tête, dans le fond, sans avoir besoin de cliquer sur des choses, de taper sur un clavier. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je n'ai jamais utilisé, mais c'est un bon logiciel de ce que j'ai entendu. Là. Puis, il est très unique. Il n'y a pas aucun autre logiciel qui fait ce travail-là. Là. Donc,
Donc, c'est ça. Moi, je le recommande bien. Euh, Parmi les outils et les logiciels propriétaires ou payants, moi, celui que je recommanderais le plus, c'est Dragon. Il est très, très, très populaire. Une petite recherche, vous allez le trouver là. Mais c'est un logiciel de reconnaissance de parole. Mais il est très, très, très puissant. Ça fait longtemps que ce logiciel-là est en développement et parce que c'est propriétaire, la même compagnie, la même personne, le même groupe de développement peut vraiment travailler sur approfondir la qualité du logiciel. Donc, moi, personnellement, je le recommande comme logiciel payant. Je pense que c'est vraiment le seul logiciel payant que je recommanderais vraiment. Euh, Celui-là aussi, il est bon, mais moi, je le trouve un peu moins pratique là, de mon côté. Alors, Dragon, si vous voulez le rechercher, ça vaudrait sûrement la peine. Ça nous permet, là, c'est ça, comme j'ai dit, c'est une reconnaissance de parole, mais ça nous permet vraiment là, de créer, modifier des documents, des présentations, des feuilles de calcul. Ça s'intègre au navigateur, comme ça s'intègre vraiment à tout. Donc, c'est un très, très bon logiciel. Donc, définitivement, je recommanderais ça. Euh, à part de ça, pour tous les autres logiciels qui font partie ici de le soutien matériel payant, euh, Antidote, c'est un très bon logiciel. On l'utilise à la grandeur de la COFA. C'est vraiment pour la révision de texte, puis ces choses-là, c'est impeccable. C'est sûr que c'est assez cher, par contre. Euh, mais à part de ça, là, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres choses qui stand out beaucoup. Là. Le reste des applications, c'est vraiment plus du copier-coller. Chaque application fait un peu, c'est plus ou moins le même travail, euh, mais c'est vraiment, à ce point-ci, ça devient vraiment comment je peux dire ça, la fonctionnalité et l'utilité de l'application devient vraiment cas par cas à ce point-ci, parce que c'est très spécifique dans leur travail. Donc, c'est sûr que si on n'a pas un apprenant avec cette limitation-là, euh, ça ne nous servira pas vraiment beaucoup. Là. Donc, pour le reste, je dirais vraiment plus d'aller le regarder individuellement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de ressources ici qui pourraient être super intéressantes, là, dépendamment de vos besoins. Donc, c'est Est-ce ça. que Oh, oui. oui, non, j'essayais de voir s'il y avait des questions dans le chat, mais Oui, il je n'y a pas de pense pas. problème. Il y a pas de questions. Super. OK. Moi, j'ai une petite Euh, question pour toi, Nick. ouais, il n'y a pas de Je vais en problème. profiter pour poser la question. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources dans ce guide-là. Oui, Merci, tu nous as fait un très, très bon résumé des ressources pratico-pratiques là, pour nos systèmes d'exploitation et tout ça. C'est super important. Mais il y a aussi là, des ressources plus spécifiques, comme tu disais, là, au cas par cas, qui sont présentées. Est-ce que si jamais des gens naviguent dans le document que tu vas présenter, là, tu vas montrer ça se trouve où ce document-là, puis qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi ou pour peut-être plus de questions de façon ultérieure? Est-ce que tu te sens assez, assez informé pour pouvoir répondre à ces questions-là de façon dans le futur? oui, absolument. Donc, si jamais il y a certains logiciels auxquels vous avez besoin de plus de renseignements, ou vous avez des questions peut-être sur l'installation, sur l'utilisation, sur l'achat ou peu importe, vous pouvez toujours venir me rejoindre là, par courriel. C'est sûr que si je n'ai pas la réponse, je vais être capable de trouver la réponse assez facilement et puis vous la transférer. Là, donc, ce n'est pas un problème. Oui. C'est super ça. En tout cas, c'était très intéressant. Ouais, J'essaie super. de voir. Alors,
c'est ça. Je vais juste terminer ça rapidement. Alors, Oh, dire que la ressource est disponible là, sur le fonds de traduction, dans la bibliothèque de fonds de traduction de la COFA, qui se trouve à ce lien-là. Donc, c'est notre site web, le www.coalition.ca, bibliothèque, fonds de traduction. Donc, à partir de là, vous allez en trouver plein. Puis je vais vous montrer exactement il est où. Mais c'est ça, il se trouve dans cette rubrique-là. Alors, ici, je vais juste venir ouvrir ça ici. Euh, Bon, merci pour Oups. votre attention. Ah, Je est-ce que vais. tu la trouves? Moi, je l'ai, je pense, pas loin. Si je peux la Ouais, partager. non, je l'ai, je l'ai. Moi, juste un petit instant. Il faut juste que je vienne copier le lien. OK. Partage. Super. OK. Donc, ça va juste prendre un instant le temps que ça charge. OK. Donc, si on suit le lien là, que j'ai mis dans la présentation, on va arriver à notre page de fond de traduction ici. Et puis, si on descend plus bas, là, il y a beaucoup de documents ici. Si on descend plus bas, il se trouve juste ici, là, le recueil de technologies d'adaptation. On a juste qu'à appuyer dessus, puis il va ouvrir en pleine forme. Et puis, on peut descendre là, pour les choses que je viens de vous expliquer. Là, on peut descendre automatiquement à logiciels et outils d'accessibilité gratuits. Puis là, ici, on a les logiciels que j'ai mentionnés. Ça commence à partir d'ici, puis ça va là vraiment jusqu'à l'avant-dernière page, à moins que je me trompe. C'est Je ça. pense que tu as raison. Et les C'est ça. références, c'est ça. Donc, plusieurs pages, là, des pages et des pages de ressources, de logiciels. Il y en a qui sont très pratiques, il y en a qui sont moins pratiques, mais honnêtement, comment utile que le logiciel va être pour vous va dépendre de les participants, les apprenants que vous avez, là, ça c'est sûr. Super. Un gros merci, Nicolas. Est-ce qu'il est possible de télécharger ce document-là à même la page de la COFA? Oui, 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 donne-moi un Oui, instant. Là, la procédure va je pense que oui. dépendre. La procédure va dépendre dépendamment du navigateur que vous utilisez pour aller le consulter. Moi, j'utilise Edge, fait que c'est le petit bouton de disquette ici pour sauvegarder. Sinon, ça va être une flèche qui pointe vers le bas ou ça va être un bouton qui dit download ou peu importe, mais oui, vous pouvez le télécharger. Donc, on a juste à cliquer sur le bouton. Là, il va me demander où est-ce que je veux le télécharger, puis je peux l'enregistrer comme ça ici. Cela, on peut faire ça pour toutes les ressources que l'on retrouve dans le fonds de traduction ou dans la bibliothèque de la COFA. Si Exactement. vous voulez les utiliser non seulement en direct sur le site, mais que vous les voulez sur votre ordinateur pour consultation ultérieure, c'est possible de le faire aussi. On vous invite Exactement. à les télécharger. Et merci beaucoup, Nicolas. Il n'y a Pas de pas de problème. questions pour Nicolas. Ben, merci, c'était très, très, très intéressant, Nicolas, de nous avoir démystifié un petit peu les outils technologiques. Ça fait une petite suite aussi à la présentation, la dernière présentation du réseau numérique aussi de Guylaine, qui Oui. présentait certaines petites choses plus en détail, mais ça nous permet là, de bien connaître les outils qui sont à notre portée pour justement faire un meilleur travail auprès de nos apprenants. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va avoir notre avant-dernière communauté de partage. Et pour cette communauté de partage-là, on va présenter le référentiel pour les praticiens et praticiennes en AFB. Ce référentiel-là, c'est un cadre de compétences qui peut offrir des repères aux organisations, aux gestionnaires, aux formateurs, afin de permettre de voir au développement des meilleures pratiques professionnelles dans le métier et dans le secteur. Alors, c'est dans un contexte d'approche andragogique, en s'appuyant sur l'approche par compétences qu'on propose ce cadre, ce référentiel-là pour praticiens. Et c'est M. Donald Lurette
qui va venir nous présenter dans cette séance de la communauté de partage ce référentiel pour praticiens. C'est un début de rencontre parce que c'est un dialogue qu'on veut commencer avec vous à ce sujet-là. Donc, suite à cette communauté de partage, on va vous envoyer l'information pour vous inscrire à notre prochaine communauté de partage qui aura lieu le 27 avril. Vous allez également recevoir en début de semaine prochaine un petit courriel avec l'enregistrement de cette rencontre et l'évaluation de sondage pour la présentation que vient de nous offrir Nicolas sur les ressources en technologie d'apprentissage. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.